Salut les terriens. Bon, je sens que vous attendez avec impatience notre tour d'inspection hebdomadaire de la Starbase, donc pour ce JDS on ne déroge pas à la règle, et tant mieux parce que vous verrez qu'au Texas, on prend les mêmes et on recommence. En effet, le patron de SpaceX n'est pas prêt de changer son fusil d'épaule en incitant ses équipes à redonner au pas de tir sa gloire passée, et pour remettre en état le Stage 0, il faut beaucoup de machines et beaucoup de béton. Oui, j'avoue, c'est une impression de déjà vu, mais il y a quelques améliorations tout de même. Je veux bien sûr parler de ce plancher refroidissant qui devrait être installé sous la table orbitale d'ici peu, mais on en reparle dans quelques instants. En attendant, on décolle pour Boca Chica. Dans les news un peu plus légères de cette semaine, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël prochain, rassurez-vous, certains débordent d'imagination. C'est juste à titre informatif, c'est complètement désintéressé. Han Duong est un passionné de modélisme, mais aussi du programme Starship visiblement. Je vous laisse admirer la finesse des détails et notez ça sur votre liste de courses. Toujours dans les news un peu décalées de la semaine, si vous faites du tourisme à Boca Chica et que vous voulez acheter des souvenirs de la première tentative de tir orbital, pourquoi pas vous procurer des tuiles du S-24 ? En effet, ce plongeur professionnel vous propose de les acquérir moyennant des sommes très raisonnables. Bon, chacun son truc, D'ailleurs, tant que j'y suis, en employant le terme raisonnable, ça me fait penser, allez savoir pourquoi, au Raptor V3. Parce que si vous trouviez les Raptor V2 un peu faiblards, eh bien figurez-vous que les Raptor V3 seront encore plus puissants, si. Nous avons ici une comparaison des trois versions. Les Raptor V3 auraient atteint dans la chambre de combustion 350 bars, soit 269 tonnes de poussée. Et avec 33 petits bébés comme ça sous sa jupe, le booster aurait donc une poussée totale de 8877 tonnes. Bon, maintenant il faut tout de même attendre de voir si ces nouveaux Raptors font la même taille que leurs prédécesseurs et s'ils sont bien destinés à terme pour le Starship. Et en tout cas, je ne sais pas vous, mais je ne pense pas que le pas de tir de Boca Chica soit prêt pour cette nouvelle version. Bon, je taquine bien sûr, car vous allez voir que SpaceX est vraiment en train de mettre le paquet sur le renforcement des fondations de l'OLT, mais on en reparle dans quelques instants. En attendant, de violents orages à répétition au Texas, notamment en début de semaine dernière, ont quelque peu perturbé la Starbase, entraînant des travaux de réparation superficielle au niveau de la tour de lancement. Les chopsticks ont même dû être bougés, non pas pour des tests cette fois-ci, mais bien pour une question d'accessibilité. Sur le site de construction, certains chantiers ont abouti et sont déjà utilisés à bon escient, comme cette partie qui a été ajoutée dans le dos du Mega Bay récemment. Ici, c'est une petite annexe dont on se doute désormais qu'elle servira bien de hangar pour abriter les Raptors, comme nous l'avions suggéré dans un précédent journal de la Starbase. L'heure pour l'instant n'est donc pas au rangement ni au stockage de moteurs, mais bien à la reconstruction, alors laissez-moi vous guider à travers les différents chantiers en cours depuis la dernière tentative de tir orbital. On a d'abord eu la livraison d'une machine qu'on appelle une sonnette et qui servira à enfoncer des pieux pour les fondations de la table orbitale. Une machine qu'on voit d'ailleurs ici un peu mieux et sur les images rapportées par les caméras de l'Appadre également. D'ailleurs, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la sonnette en était déjà à son deuxième trou. Bon, vous l'aurez compris, désormais la priorité c'est de reconstruire ce qui a été pulvérisé et d'aménager des fondations encore plus solides que les précédentes, en déblayant les gravats, en démontant les anciennes tuyauteries, en forant des puits destinés à couler des colonnes de béton plus ferraillées que les précédentes et tubées pour plus de solidité, afin de renforcer considérablement les fondations de la table orbitale. En tout cas, même en atteignant une longueur d'environ 40 mètres, il est possible que ces piliers soient en fin de compte toujours plantés dans du sable et non dans la roche ferme. Ici, vous pouvez aussi observer l'opération d'assemblage concentrique de 2 couches de ferraillage en forme de colonne qui nécessite 2 grues. C'est donc un chantier qui se concentre essentiellement sur la consolidation des fondations du Stage 0. Si l'entreprise doit effectuer une seconde tentative dans 2 mois, autant vous dire qu'il faudra donner beaucoup d'huile de coude, même si de ce côté-là, ça avance plutôt pas mal. Le Stage 0 a aussi vu l'apparition dernièrement d'un monte-charge pour déposer ses travailleurs en toute sécurité au sommet de la structure et même acheminer des charges plutôt lourdes. D'ailleurs, si, comme moi, vous voulez cette machine pour couper les branches en hauteur des arbres de votre jardin, voici la fiche technique de ce monte-charge que Starbase Watchers, désormais un incontournable des espions de la Starbase et dont vous retrouverez le lien vers son compte Twitter en description de la vidéo, nous partage bien volontiers ici. Comment ça, y a pas la place dans le garage pour cet engin ? En début de semaine dernière, les équipes de SpaceX ont découpé une autre ouverture dans la circonférence de la table orbitale, donnant naissance à une nouvelle porte d'accès, ce qui fait en tout 3 portes désormais pour se faufiler à l'intérieur de la bête. Du côté de la ferme à ergols, il s'agit de réparer comme on peut. Ici, il s'agit plus de patchs d'acier que les ouvriers de la Starbase ont appliqués sur les parois d'un réservoir à oxygène. On voit d'ailleurs clairement sur les images de What About It les différents impacts sur lesquels les équipes s'apprêtent à appliquer ces pansements en métal. Ça implique d'ailleurs que la coque du GSE, ce grand réservoir vertical, ne semble pas avoir été perforée.
Prenons maintenant des nouvelles du S-25, qui lui ne semble pas vouloir partir en retraite. J'en veux pour preuve les tests cryogéniques que le prototype a passé avec succès dernièrement, même si, ne vous emballez pas, ce vaisseau ne volera sans doute jamais. En effet, il y a de fortes chances que son design soit déjà dépassé et qu'il ne soit pas, en plus, compatible avec le booster neuf. Mais comme vous le savez, chez SpaceX, rien ne se perd, tout est utilisé, réutilisé, réutilisé jusqu'à ce que mort s'en suive. On se doute que l'entreprise continue d'accumuler les données et que c'est l'occasion également de valider les infrastructures de test du site une énième fois. En tout cas, croyez bien que toute cette énergie n'est pas dépensée pour rien. À terme, il s'agirait pour SpaceX d'effectuer tous les tests cryogéniques sur le site de Massey's Gun Range afin d'éviter de stopper net toutes les activités de la Starbase à chaque fois. D'autant qu'en cas d'explosion, ici le site est assez éloigné de Boca Chica, de toute habitation, et il ne semble pas susciter l'intérêt des locaux. En milieu de semaine dernière, ce camion acheminait un énorme tuyau, et bon, inutile d'en faire des caisses ou de prolonger le mystère, vous l'avez bien compris, surtout si vous suivez le JDS depuis longtemps, et attention, j'ai les noms de ceux qui roupillent dans le fond, il s'agit du dispositif du plancher refroidissant qu'Elon Musk avait évoqué. Sur le fil Twitter de Ryan Hansen Space, vous trouverez d'ailleurs déjà quelques explications sur le système en question. Bon alors attention, par contre ce sont que des suppositions pour l'instant, mais ce passionné avance ici une hypothèse intéressante. Un système d'assiette serait destiné à se soulever pour diffuser horizontalement et non verticalement de l'eau à haute pression sur l'intégralité de la surface du plateau en acier. Cela devrait créer ainsi une barrière thermique entre ce dernier et les flammes des Raptors. Une théorie en tout cas assez intéressante, puisque ces petites assiettes pourraient se soulever mécaniquement sous la pression de l'eau déferlant dans les tuyaux et se refermer automatiquement grâce à la gravité. Par contre, j'imagine mal ce système fonctionner sous la pression infernale des Raptors crachant leur feu. Mais qu'en pensez-vous les terriens? Les pronostics comme d'habitude sont ouverts dans les commentaires, c'est à vous. Allez, comme chaque semaine, je prends le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, et je remercie énormément Philippe qui me donne un beau coup de main pour ça. Aujourd'hui, je vais commencer par un regroupement de questions avec celles de Paul Cellier, Cortex 85000, Maïdi Enadja et Marius, à propos de cette fameuse plaque en acier dont on parlait justement un petit peu plus tôt dans la vidéo. Bon, les questions étant très longues, je vous les fais simplement apparaître à l'écran, merci à vous quatre en tout cas. Et en effet, et comme vous le précisez dans chacun de vos messages, lorsque les Raptors sont allumés, sous la table orbitale ça devient véritablement l'enfer. On avait calculé il y a 15 jours la pression exercée sur le sol par le jet de gaz issu des moteurs du booster et on l'avait estimé à environ 25 tonnes au mètre carré, ou dans une autre unité 25 kg par centimètre carré, soit une pression proche de 25 bars. Mais il ne faut pas voir cette pression comme une tranquille et paisible force d'appui verticale, le jet de gaz est fortement turbulent et son écoulement très différent de celui d'un long fleuve tranquille. Il est déchiré dans tous les sens par des ondes de pression qui se répercutent dans toutes les directions en rebondissant sur les structures solides du pas de tir. Ainsi, notre pauvre dalle de béton fondag a été martelée, le terme est d'ailleurs tout à fait approprié, par des milliers de coups de butoir sonores et thermiques qui l'ont proprement désintégré à la façon des marteaux-piqueurs utilisés sur les chantiers de démolition. Rappelons également que le sable humide, situé sous la dalle, n'est pas un matériau compressible et aurait dû jouer un rôle efficace d'amortisseur aidant la couche de béton à mieux résister. Bon, on l'a vu, ça n'a pas été le cas, peut-être en raison d'un précédent tassement naturel du sable, laissant un espace vide entre celui-ci et la face inférieure de la dalle, celle-ci pouvant alors vibrer librement comme une peau de tambour. Bon, quoi qu'il en soit, on l'a déjà dit, tout est à reprendre vu l'ampleur des dégâts, une nouvelle dalle fortement renforcée devra de toute façon être recoulée, et ce, quel que soit le dispositif installé au-dessus, mais au moins celle-ci ne sera plus offerte à l'appétit direct des flammes. On l'a déjà évoqué, une protection métallique par un bouclier refroidi par une circulation d'eau est tout à fait envisageable. Elle sera exposée à des conditions terrifiantes qui laisseront des stigmates après chaque décollage. La peau superficielle de ce bouclier sera marquée par les flammes en surface et sa structure sous-jacente, soumise à des forces mécaniques importantes, mais devrait pouvoir résister. Le dispositif de réfrigération liquide devra par exemple travailler sous une pression supérieure à 25 bars pour être certain que les flammes ne pénétreront pas par les orifices de rejet à l'atmosphère de l'eau douce. Donc 25 bars dans les tuyaux finalement c'est tout à fait envisageable, et cette pression interne aidera également toute la structure à résister à l'écrasement global. La source d'eau devra être puisée dans un réservoir spécialement prévu à cet effet, mais vu la pression de fonctionnement requise, le système ne pourra en aucun cas être purement gravitaire, comme ceux en service sur bon nombre de sites tout autour de la planète. Il faudra donc des pompes puissantes favorisant la pression plutôt que le débit, ce qui fait qu'en tout état de cause, un tel système devrait consommer moins d'eau qu'un classique déluge mis à l'échelle, un point crucial car l'eau est rare et contrôlée à Boca Chica. Le débordement d'eau produit par contre devrait recouvrir entièrement le bouclier au sol avant la mise à feu, mais il aura ensuite bien du mal à rester mouillé sous le souffle brûlant des moteurs. L'eau pulvérisée par les orifices sera en partie éjectée au loin et une autre fraction sera vaporisée.
Je rappelle d'ailleurs que la vaporisation de l'eau permet de capter 500 fois plus de chaleur que le simple échauffement d'1 degré de celle-ci. Ce phénomène aidera donc grandement à absorber l'excès total d'énergie délivré par les moteurs. Un futur décollage devrait donc toujours se draper pudiquement dans un voile impénétrable, mais il sera de vapeur au lieu d'être de sable, ce qui sera déjà un grand progrès ici. Une qualité supplémentaire d'un tel dispositif pourrait également être de réussir à absorber une partie de l'énergie sonore du vaisseau au décollage, mais seules de futures mesures permettront de trancher. Je précise également que la structure de ce bouclier devra être solidement ancrée au sol pour ne pas être arrachée et rejetée au loin, comme ce fut le cas avec la dalle de béton, ce qui exclut forcément de les installer sur des volets mobiles. Leur mécanique, les joints et les autres articulations seraient ici des points de faiblesse tout désignés. Je crains donc fort que les jolies images de synthèse sur lesquelles on voit un bouclier thermique métallique s'ouvrir ou se refermer à la façon des pétales d'une fleur géante recouvrant une fosse ne soient que pure vision d'artiste, pas pour autant dénuée d'une certaine poésie. Également, la surface du bouclier thermique devra être praticable par divers véhicules de chantier qui, entre deux lancements, devront pouvoir assurer leur service entre les jambes de la table. Il y aura donc là aussi beaucoup de contraintes pour ce nouveau dispositif qu'on a hâte de voir en marche. Ça va les terriens, vous avez tout retenu? Non, parce qu'il paraît que c'est au programme du bac la semaine prochaine, hein. Bon, plus sérieusement, j'espère que cette émission vous aide à y voir plus clair sur toute la complexité et les difficultés que rencontrent les ingénieurs du programme Starship, une complexité qu'on retrouve de toute façon chez toutes les entreprises qui cherchent à innover ou à transformer le secteur dans lequel ils évoluent, et pour ça on peut vraiment saluer l'acharnement et la résilience des équipes de SpaceX. Les terriens, merci d'avoir suivi le journal de la Starbase, pensez à bien cliquer sur le pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait, et si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant partie des tipeurs du JDE, eh bien je vous mets le lien vers le Tipeee de la chaîne. On se retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. Ciao les terriens!